Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité, et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Si vous en avez le cœur, je vous propose de partager ce podcast, de le liker, de mettre une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et donc si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'1 € par mois et je vous en remercie par avance. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous lire un des derniers avis qui ont été postés sur la plateforme iTunes. Alors tout d'abord, on a Zizou qui nous dit « Podcast présentant différentes méthodes de productivité, chaque épisode est très structuré et accompagné de notes. En bref, c'est une référence. » Merci beaucoup Zizou. Et puis il y a aussi Cyril Gou qui nous dit « Si la liberté c'est de se fixer soi-même un cap, ça peut donner le vertige au moment de commencer. » ProductiveYou apporte des perspectives pertinentes et des outils efficaces pour aborder les sujets pro et perso. Ce podcast, c'est un peu comme avoir dans la poche le bon manager ou le bon coach qui tombe à pic. Il semblerait que la citation « Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée » ait été écrite pour la créatrice du podcast. Priscille vous fait partager sa précieuse expérience professionnelle et sa passion pour l'organisation personnelle et familiale. En prime, vous aurez accès à des lectures anglophones traduites, aussi enrichissantes que surprenantes. Toujours chaleureuse et souriante, elle reçoit également des invités tout aussi passionnés, vraiment top. Eh bien, merci beaucoup à toi, Cyril, ça m'a fait extrêmement plaisir de lire ce commentaire, et puis j'espère que je vais continuer à vous donner tout un tas d'astuces, de techniques et d'outils qui pourront tous vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Pourquoi pensons-nous que nous pouvons gérer nos vies avec uniquement notre mémoire ? Il n'est pas rare que nous ayons oublié une chose importante et que tout à coup cela nous revienne à l'esprit en plein milieu de la nuit ou bien le soir au moment de nous endormir. C'est à croire que notre cerveau attend que nous soyons au lit pour nous remémorer les choses que nous avons oublié de faire ou bien les choses que nous devons faire dans les prochains jours. Nous avons des tas de choses que nous essayons de garder en tête, que ce soit des informations sur des projets professionnels, des tâches domestiques, des choses à communiquer à quelqu'un, les piles de la télécommande à changer, un gâteau à préparer pour l'école. Nous avons une longue liste de choses à faire en permanence dans notre esprit. Et en plus, la technologie de notre monde tente sans arrêt de nous prendre notre attention par les applications, les réseaux sociaux, les notifications qui se battent tous pour attirer notre attention, prendre notre temps et nous gaver d'informations dans tous les sens, plus ou moins pertinentes. Mais en attendant, nous avons des choses à faire dans la vraie vie et sans un système de gestion de notre temps et de nos tâches pertinent et fiable, nous courons au chaos, au burn-out, au joyeux bazar dans notre vie. Dans le monde du travail, nous pouvons être parfois envahis par un sentiment de confusion, de manque de contrôle et avoir le sentiment de passer de tâche en tâche sans réelle vision ou bien d'être sans cesse en train d'éteindre des incendies que nous avons parfois nous-mêmes créés parce que nous avons manqué une information, sommes en retard pour la remise d'un dossier important ou avons simplement oublié une chose importante. Nous pouvons être aussi parfois dans une grande confusion quant à ce que nous avons à faire et ne pas nous atteler à ce qui est réellement important, mais nous faisons des choses annexes. Nous faisons alors des choix aléatoires dans les tâches qui nous tombent dessus, et il faudra alors s'attendre à avoir des résultats aléatoires. C'est dans ce contexte qu'intervient la méthode GTD, Getting Things Done, de David Allen, consultant et spécialiste de la productivité. Ce n'est pas une méthode nouvelle, puisque la première version de son livre qui présente la méthode date de 2001. Cette méthode, que je qualifierais de socle pour l'efficacité personnelle et professionnelle, nous allons la découvrir ensemble, pas à pas, dans une nouvelle série dont l'épisode du jour est l'introduction. Vous vous rendrez compte que de nombreux épisodes précédents de ce podcast sont connectés à la méthode GTD.
C'est un système développé par David Allen dans le livre du même nom avec le sous-titre « L'art de la productivité sans stress ». La méthode fournit un cadre avec 5 étapes que je vais brièvement détailler. Les prochains épisodes reprendront les étapes une à une avec les conseils pour la mise en place de chaque étape. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est d'une part qu'elle s'adapte absolument à tout le monde. Que vous soyez un professionnel, un indépendant, une maman au foyer, un retraité, une étudiante, un collégien, bref, absolument tout le monde peut l'utiliser. Et si on respecte les étapes, cela fonctionne pour tout le monde, car c'est adaptable à la façon dont nous fonctionnons. En plus, cette méthode peut être utilisée que nous soyons en mode tout papier ou tout digital, ou bien un mix des deux. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de nous obliger à utiliser un outil particulier ou une application. La méthode GTD s'installe dans notre système actuel et l'auteur, David Allen, propose sur son site des guides d'installation de la méthode pour les tout-papiers, pour Outlook, pour Evernote, OneNote, Google Suite, Wunderlist et j'en passe. Vous trouverez dans les notes de ce podcast un lien pour récupérer ces supports. Je vous ai mis un lien vers le site GTD France, mais la bibliothèque est malheureusement très limitée, et un lien vers la bibliothèque GTD US, où là vous allez trouver tous les supports en anglais. Et ça, je trouve que c'est un vrai avantage. En mettant en place une méthode nouvelle dans un environnement que nous connaissons et que nous maîtrisons déjà, nous avons beaucoup plus de chances de conserver cette méthode sur le long terme, de l'ajuster aisément à notre mode personnel de fonctionnement et d'en tirer le meilleur parti. Enfin, cette méthode est applicable dans tous les domaines de notre vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et avoir un seul processus est aussi un grand avantage. Même si les outils que nous utilisons peuvent être différents entre nos deux vies, le fond, les étapes sont les mêmes. Pas besoin, là encore, de faire une gymnastique d'esprit complexe. La méthode GTD nous aide à mettre de l'ordre dans notre cerveau, à éviter que notre amygdale, toujours en activité, très réactive, qui ne vit que dans le moment présent, qui adore les notifications qui sonnent et attirent notre attention, grande fan du multitasking et des tâches sans grand intérêt, ne gouverne notre façon de fonctionner. Et donc, par là même, que notre cortex préfrontal, lui, qui est réfléchi, analytique, proactif et créatif, puisse enfin s'exprimer en toute liberté et nous permettre de faire avancer nos projets. L'objectif principal de GTD est de libérer notre esprit. Comme le dit volontiers David Allen, votre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir. Si vous enregistrez vos idées dans un système d'organisation dans lequel vous avez confiance, vous pouvez vous concentrer sur la tâche à accomplir ou sur la personne devant laquelle vous vous trouvez, plutôt que de chercher à vous repeler de ce que vous devez faire ensuite. C'est une façon de nous ramener au présent, car nous ne nous soucions plus de tout ce que nous avons à faire plus tard. Si vous jetez un caillou dans un étang calme, vous voyez une éclaboussure, puis des ondulations commencent à se former. L'eau réagit aux forces qui l'entourent à ce moment-là, puis elle revient lentement à son état d'origine. GTD est un moyen de donner à votre esprit cette capacité. Mettre des choses en dehors de notre esprit dans un système fiable nous permet de réagir aux nouvelles choses qui nous arrivent et de revenir ensuite à notre état initial. C'est ce que David Allen appelle être prêt. Être prêt pour tout ce qui nous arrive et pouvoir être concentré sur le moment présent, sur ce que nous avons à faire, pouvoir aussi être dérangé de cet état si besoin et pouvoir revenir naturellement à ce que nous étions en train de faire. C'est un moyen efficace de gérer la complexité de nos existences en évitant d'être en permanence dans un mode de réaction, cher à notre amygdale, mais qui nous conduit à nous sentir dépassés et absolument pas maîtres de ce qui nous tombe dessus. Avec cette méthode, nous allons pouvoir créer un inventaire clair, précis et complet de tous nos engagements, de façon efficace et gérable, et être certain d'accorder l'attention nécessaire à la réalisation de nos différents projets et engagements au bon moment. C'est avec un esprit apaisé, nous aurons alors plus de disponibilité pour réfléchir, être créatifs et générer de nouvelles idées. GTD ne dicte pas les outils que vous allez utiliser. C'est un cadre que vous allez utiliser avec les outils de votre choix. De prime abord, cette méthode peut être un peu intimidante lorsque vous essayez de démarrer. Le livre lui-même est assez long et franchement pas forcément toujours plaisant à lire.
Néanmoins, ce système est construit autour du concept selon lequel nous avons de nombreuses entrées différentes. Ce sont des choses qui entrent dans notre champ de réflexion et nous devons décider quoi faire avec. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone à se rappeler, de réunions auxquelles nous devons assister ou de courses à faire. Le problème est que la plupart des gens ne font rien avec ces pensées quand ils les ont et les remettent simplement à plus tard. Par exemple, lire un mail qui demande une action, mais le laisser dans la boîte mail de réception en espérant se souvenir plus tard qu'il faut le traiter. En omettant de mettre des choses à leur place, comme dans le calendrier ou dans la liste des tâches, nous risquons rapidement de devenir stressés en essayant de tout mémoriser et en nous inquiétant continuellement de ce que nous avons oublié. Cela conduit à ce que David Allen appelle le mode scanner d'urgence, qui consiste en un état de balayage continu de l'horizon à la recherche du prochain incendie à éteindre. Inutile de dire que ce n'est pas une façon d'être productif. Idéalement, nous souhaitons collecter tout ce que nous devons faire ou référencer dans un système fiable afin de pouvoir le gérer ultérieurement à nos conditions. Notre cerveau sert à avoir des idées, pas nécessairement à les stocker, et que nous avons un système fiable pour tout conserver, cela allège le fardeau d'essayer de tout mémoriser. En agissant de la sorte, nous permettrons à notre cerveau d'avoir plein de bonnes idées, car il pourra fonctionner à plein régime. David Allen appelle cet état naturel efficace l'esprit comme l'eau. L'esprit comme l'eau fait référence à un état naturel où notre cerveau est prêt à tout et réagit de manière appropriée. Il y a 5 étapes dans GTD qui seront revues en détail dans les prochains épisodes, mais voici un bref aperçu. Étape 1, capturer. Quand une action ou une pensée nous vient à l'esprit, et pour laquelle vous avez besoin ou souhaitez de faire quelque chose, il faut l'enregistrer, la capturer. Clarifier. Passez en revue les éléments capturés, que vous avez donc rassemblés à la première étape, et leur donner un sens. Étape 3, organiser. Prendre les éléments définis et les insérer dans des listes pour une utilisation ultérieure. Étape 4, réfléchir. Parcourir les listes pour effectuer un premier niveau de nettoyage et décider de la suite. Étape 5, engager. Le faire. Maintenant que vous avez tout en place, on peut faire quelque chose. Par ailleurs, c'est aussi un outil de planification qui se décompose selon 6 horizons. Nous reviendrons sur ce point au cours de la série. Pour aller un tout petit peu plus en détail dans les 5 étapes, reprenons la première, capturer. La première étape consiste à capturer ou à recueillir ce qui retient notre attention. Sans capture de ce qui a attiré notre attention, le reste de ce système ne fonctionne pas. Vous avez déjà eu une bonne idée, mais vous étiez trop occupé pour l'écrire et ensuite, vous l'avez complètement oublié. C'est parce que votre cerveau sert à avoir des idées, pas à les stocker. Le principe central du système GTD est de tout enregistrer et de le mettre dans un outil fiable afin d'être en mesure de prendre les décisions appropriées quant à la marche à suivre. Si vous ne capturez pas les choses qui retiennent votre attention, vous pouvez très facilement rester bloqué en mode urgence, comme mode par défaut. Vous devez capturer tout ce qui attire votre attention dans une boîte de réception, un bloc-notes, une application, pour vous assurer que tout est bien pris en compte. Il est fort probable que vous disposiez de plusieurs boîtes de réception, au sens figuré, de ce type dans votre vie. Il est donc important de toutes les identifier pour pouvoir les traiter de manière routinière et vous assurer que rien ne passe inaperçu. Par exemple, vous pouvez avoir un bac à papier, une boîte de réception électronique ou un petit carnet. Vous pouvez capturer des pensées ou des notes aléatoires dans une application de notes, des enregistrements audio ou des post-it. Si vous n'avez jamais pris le temps d'identifier les boîtes de réception existantes dans votre vie, c'est la première étape cruciale. Vous ne pouvez pas traiter vos boîtes de réception régulièrement si vous ne savez pas qu'elles doivent être traitées. Étape 2, clarifier. Une fois que vous avez tout rassemblé dans votre boîte de réception, vous pouvez alors commencer à tout traiter et prendre des décisions quant à l'utilisation de toutes ces entrées. Maintenant, c'est la partie la plus facile, car une fois que vous avez tout capturé et que vous avez un plan en place pour traiter toutes ces informations, il ne faut que quelques secondes pour décider à quel emplacement elles appartiennent dans l'outil. Nous parlerons de l'arbre de décision GTD complet dans l'épisode détaillant cette étape, et nous verrons le processus exact pour tout identifier et pour placer les éléments dans des contenants, au sens figuré, appropriés, afin que vous sachiez toujours exactement où se trouve une chose lorsque vous en avez besoin. Mais pour le moment, sachez que cette étape doit se faire régulièrement. Vous ne pouvez pas simplement laisser vos boîtes de réception s'empiler.
si vous les laissez s'accumuler, il devient de plus en plus difficile de vous motiver à les traiter. Par exemple, si vous savez que vous devez traiter votre boîte mail, il est beaucoup plus facile de le faire quand on a 50 messages que quand on en a 5000, n'est-ce pas? Plus la tâche est grande, plus la tendance à procrastiner est grande. En traitant régulièrement vos boîtes de réception, vous pouvez éviter un tel arriéré et éliminer cette source potentielle de friction de votre système, ce qui augmente la probabilité que vous vous y teniez. Organiser, mettre à sa place. Une fois que vous identifiez et clarifiez les entrées, vous devez les mettre dans un endroit approprié. Par exemple, s'il s'agit d'une action, on va la mettre dans un système de gestion de tâches, qu'il soit sous forme papier, comme dans un bullet journal par exemple, un fichier Excel, ou une application spécifique comme OmniFocus, Todoist, Things, Asana, MS Project, Wunderlist, etc., etc. Si ce n'est pas une action mais que c'est du matériel de référence dont vous pourriez avoir besoin plus tard, mettez-le quelque part où vous pourrez le retrouver facilement. Dans OneNote, Evernote ou une boîte archive si c'est du papier. Si c'est un rendez-vous, comme une réunion ou un rendez-vous médical, on va le mettre dans le calendrier. Si ce n'est pas important, on pourra simplement décider de le jeter et de ne plus s'en soucier. C'est également dans cette étape que l'idée de contexte entre en jeu. Un contexte est fondamentalement juste un outil, une chose, un lieu ou une personne dont nous avons besoin pour faire quelque chose. Par exemple, une liste d'appels téléphoniques que vous devez passer serait regroupée dans le contexte téléphone, ou une liste d'articles d'épicerie à acheter dans le contexte épicerie. C'est un peu comme le nom d'une liste, si vous voulez. Si vous devez en discuter d'une action avec un membre de votre équipe, vous pourriez définir un contexte pour cette personne, ou un contexte de bureau, pour les tâches à exécuter uniquement lorsque vous arrivez au bureau. Si vous voulez vraiment faire les tâches lorsque vous en avez envie ou lorsque vous êtes le plus avec votre plus grand niveau d'énergie, vous pourriez même avoir des contextes basés justement sur les niveaux d'énergie. Des contextes de basse énergie pour ce qu'on appelle des quick wins, ou bien des contextes de haute énergie quand on est vraiment motivé au meilleur de sa forme dans la journée. Personnellement, par exemple, j'ai une liste de choses que je peux faire quand je suis en déplacement dans le train. Mais nous reviendrons sur tout cela ultérieurement. Étape 4, réfléchir ou réviser. Il s'agit là de la revue hebdomadaire dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode. Et c'est souvent par un manque de régularité de cette revue que tout le système s'effondre. En omettant de revoir régulièrement l'ensemble du système, on laisse les choses s'accumuler et il devient de plus en plus difficile de suivre le rythme. GTD n'est pas une méthode que l'on configure une fois pour toutes et qui tourne seule en tâche de fond sans que nous n'ayons plus rien à faire. Cependant, pour ce qui est de la productivité, il faut revoir régulièrement ces informations contenues dans le système. Les informations sont vivantes, elles évoluent, les contextes évoluent aussi. Il faut donc régulièrement les revoir, les nettoyer, les mettre à jour pour que tout cela puisse fonctionner correctement. Par contre, une fois que les différentes étapes de cette méthode sont devenues familières, elles sont tellement naturellement intégrées dans notre système de pensée et de gestion quotidienne qu'on n'y pense même plus en le faisant. Une revue hebdomadaire à minima est donc nécessaire pour faire fonctionner le système. Cinquièmement, engager, faire. Cette procédure semble simple. Si vous avez configuré votre système correctement, si vous maîtrisez vos tâches et savez que ce que vous devez faire chaque jour, il est facile de simplement afficher votre liste et d'exécuter le plan. Les personnes les plus productives sont celles qui, soit la veille au soir, soit la première heure du matin, dressent leur liste de tâches et identifient les principales tâches à accomplir pour la journée, et elles y passeront le reste de la journée. Cela ne fonctionne que si vous avez suivi les 4 premières étapes, et que vous pouvez être vraiment sûr que tout ce que vous devez faire est sur votre liste du jour, dans les contenants, listes, fichiers appropriés. Mais à quoi vont nous servir ces 5 étapes ? Je vais vous donner un exemple global de l'utilisation de ces 5 étapes. Ne vous affolez pas, on ira en détail dans les prochains épisodes. Tout au long de votre journée, vous êtes constamment bombardé d'informations, telles que des choses que vous devez faire, des courses, que vous devez faire, des numéros de téléphone, etc. Toutes ces choses cherchent constamment à attirer votre attention dans votre boîte de réception. Lorsque de telles informations vous parviennent, la première question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Quelle est cette information ? Une fois que vous décidez de ce que c'est, vous pouvez alors répondre à la question « Est-ce que c'est actionnable ou exécutable ?» Si ce n'est pas une action, elle peut aller dans l'un des 3 endroits suivants. À la poubelle, une quantité
étonnamment élevés d'informations et auxquelles nous essayons absolument de nous raccrocher vont en fait à la poubelle. Beaucoup de gens ont tendance à être des collectionneurs numériques, mais la réalité est que nous n'avons pas besoin de tout ça. N'ayez pas peur de supprimer les éléments que vous ne jugez pas importants. Si vous décidez que c'est vraiment important, vous pouvez le placer dans un dossier un jour peut-être, s'il est à revoir ultérieurement, ou bien dans un fichier de référence afin que vous puissiez accéder facilement aux informations lorsque vous en aurez réellement besoin. Si les informations sont exploitables, vous devez vous demander quelle est la prochaine action. Si vous ne pouvez pas terminer l'activité en une seule étape, il ne s'agit en réalité pas d'une action, mais d'un projet qui nécessite une planification plus poussée. Un projet est tout ce qui contient plusieurs étapes pour le compléter. Il est fort probable que vous ayez plusieurs projets actifs en même temps. Par conséquent, en plus de la phase de planification initiale du projet, il est également très important que vous examiniez régulièrement les projets pour voir si des étapes supplémentaires sont nécessaires pour le mener à bien. Si l'information n'est pas un projet et que vous pouvez réellement la terminer en une étape, la prochaine question que vous devez vous poser est la suivante. Cela prend-il moins de 2 minutes ? Si l'activité prend moins de 2 minutes, il faut la faire immédiatement, parce qu'il faudra probablement plus de temps et d'efforts pour décider d'un plan de suivi que pour terminer la tâche immédiatement. Si cela prend plus de 2 minutes, vous pourrez effectuer l'une des opérations suivantes. Tout d'abord, la déléguer à quelqu'un d'autre, auquel cas vous devrez juste vous assurer qu'elle se trouve dans la liste pour la communiquer à cette autre personne, et ensuite, ne pas l'oublier, ne pas la laisser de côté, surtout si vous êtes l'ultime responsable de la réalisation de la tâche. Il faudra donc s'assurer que la tâche est bien terminée. Ou bien, si cette tâche vous devez la faire vous-même, vous pourrez peut-être la reporter, c'est-à-dire la différer dans l'avenir, soit parce que vous devez attendre une certaine date pour faire cette action, ou alors parce que vous avez besoin d'informations complémentaires pour exécuter cette tâche. Si vous différez la tâche parce que elle est basée sur le temps, comme une réunion, on va la mettre alors dans son calendrier. Si elle n'est pas basée sur le temps ou le futur et que vous attendez que quelque chose soit terminé avant de pouvoir accéder à cette tâche, alors on la mettra dans une liste d'actions en attente, dans un gestionnaire de tâches par exemple, où on peut voir les projets séquentiels avec l'enchaînement des tâches et voir, lorsque les tâches précédentes sont terminées, celle qui va rester à faire. Le secret du bon fonctionnement de GTD et de toute méthode de gestion de tâches est de vous assurer que vous pouvez faire confiance à votre système. Un aspect de cela consiste à savoir quelle application vous allez utiliser et quel rôle elles vont remplir. Lors de la revue en détail des étapes de la méthode GTD, nous aborderons leur mise en place et les outils que vous pouvez utiliser, sachant que les meilleurs outils seront ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. Si à ce jour vous n'utilisez rien de bien précis, l'un de vos exercices sera de définir quels outils vous conviennent le mieux et s'intègrent le plus simplement dans votre façon de fonctionner, plutôt analogue ou plutôt digital. Dans le prochain épisode, nous verrons en détail la première étape de la méthode, la capture ou collecte des entrées dans notre vie quotidienne. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'introduction à la série sur la technique GTD, Getting Things Done. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. Bye bye!